De l'Humanité version 84, une fête un peu morose sur fond de divorce au sein de la majorité. Jacques Chirac à Clermont-Ferrand, le chef du RPR lance un appel à l'union de l'opposition. De nouveaux incidents au Chili lors des funérailles du prêtre français tué par la police au début de la semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Beaucoup de politique dans ce journal, un chapitre que nous allons développer dans un instant, en même temps que les autres titres de cette édition. Mais auparavant, nous faisons un petit détour du côté de Monza, en Italie, à la veille du Grand Prix de Formule 1, avec toujours le duel Prost-Lauda pour la tête du championnat du monde des conducteurs. On connaît ce soir la grille de départ, elle est très favorable aux pilotes français. Nelson Piquet est bien le roi des essais, 7e pole position de la saison pour la Brabham du Brésilien. Sur le circuit de Monza, demain, il occupera donc la première ligne sur la grille de départ en compagnie d'Alain Prost. Une bonne opération pour le Français car la première chicane de Monza est souvent à l'origine d'accrochages entre les monoplaces. Quant aux supporters italiens très déçus par les piètres performances des Ferrari, ils reportent tous leurs espoirs sur leur compatriote Elio De Angelis. L'Italien sur sa Lotus a réalisé le 3e temps des essais et sa grande régularité en course cette année le place au rang des favoris. Reste Niki Lauda, l'Autrichien partira en 2e ligne dimanche. Une position d'attente confortable et un beau duel en perspective avec Alain Prost. Lauda ne compte en effet qu'1,5 point d'avance sur le Français au classement du championnat du monde des conducteurs. Nous reviendrons à la fin de ce journal sur la préparation de cette course avec notamment les difficultés que connaît aujourd'hui l'équipe Ferrari. La politique maintenant avec 3 rendez-vous, 2 qui concernent la majorité et 1 l'opposition. Côté majorité, l'événement essentiel de cette journée, c'était l'ouverture de la fête de l'Humanité. C'est la fête à proprement parler avec ses manèges et ses merguez, mais c'est aussi un lieu de rencontre pour les militants et les responsables du Parti communiste. Du coup, cette fête de l'Humanité prend valeur de test, notamment après les récentes déclarations de ces mêmes communistes qui ne manquent pas de critiquer les orientations actuelles du gouvernement dirigé par Laurent Fabius. Les grands discours politiques sont pour demain, mais aujourd'hui déjà, le climat était à la méfiance. Le reportage de Dominique Laury. La fête de l'Humanité, c'est l'occasion chaque année de se rendre compte de l'état d'esprit des militants du PC et de la stratégie de la direction. La fête 84 n'a pas failli à la règle. Achetez l'Humanité pour vous retrouver dans la fête. Ce qui frappe cette année, c'est un climat de mécontentement, un leitmotiv, la défense de l'emploi, des critiques sévères à l'égard de la politique du chef de l'État, des appels à la mobilisation contre la montée du chômage et la baisse du pouvoir d'achat. Vous avez le sentiment que le gouvernement Fabius est un gouvernement qui ne répond plus à vos aspirations? Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement qui a cédé à l'impact de la droite. Et moi, j'ai pas voté pour ça. Moi, j'ai voté pour ça change en 81. Je crois que beaucoup aujourd'hui pensent que les ministres communistes ont bien fait de quitter le gouvernement. La preuve aujourd'hui, chez Renault en particulier, par exemple en ce qui nous concerne, puisque je suis de chez Renault, les ministres communistes restent en gouvernement avec l'annonce de 15 000 licenciements. Ce sont des choses qui vont à l'encontre de ce que nous proposons au niveau des solutions pour en sortir. Critique identique au sommet, Georges Marchais s'est livré cet après-midi à un réquisitoire sans concession. Le débat scolaire, dit-il, n'a débouché sur rien. Le référendum, on n'en parle plus. La loi sur la presse est renvoyée à plus tard. Il y a une situation de fait, qu'on le veuille ou non. François Mitterrand et Laurent Fabius ont refusé de répondre positivement lors de la formation du nouveau gouvernement à notre proposition de changer de politique pour résoudre les problèmes touchant notamment au chômage et à l'emploi. La réponse a été négative et dans ces conditions, la direction de notre parti a décidé qu'on ne pouvait plus participer au gouvernement. Donc nous ne portons aucune responsabilité dans la gestion des affaires du pays. Cela étant dit, au Parlement, nous soutenons tout ce qui est positif. Mais par contre, nous ne soutenons pas tout ce qui ira à l'encontre des intérêts du pays. La fête de l'Humanité cette année
à lever une ambiguïté. La stratégie du PC est désormais très claire. Le Parti communiste se base sur deux fronts. Contre la droite, cela n'est pas nouveau, mais aussi une opposition assez dure à l'égard de la politique de Laurent Fabius. Peut-on, dans ces conditions, encore parler d'union de la gauche? Difficile. Alors l'autre rendez-vous dans la majorité, c'était la réunion du comité directeur du Parti socialiste. Les responsables du PS ne s'étaient pas réunis depuis le début de l'été et ils doivent eux aussi situer leur position par rapport au bouleversement récent du paysage politique français. Cette réunion dure jusqu'à demain, mais ce soir, le numéro 2 du PS, Jean Popren, a déjà répondu aux propos tenus tout à l'heure par Georges Marchais. Nous avons le sentiment, depuis déjà quelques jours, qu'on s'oriente vers une véritable escalade de la désunion. Cela n'est pas bon à notre avis. Ce n'est bon pour personne et sans doute pas pour les communistes eux-mêmes. L'expérience l'a déjà montré en 1977. Est-ce que vous pensez qu'on s'achemine vers la rupture pure et simple de l'union de la gauche? Écoutez, nous prenons nos responsabilités, que chacun prenne les siennes. Notre volonté, c'est que toutes les forces populaires, toutes les forces du monde du travail, en cette phase dure, tendue, poursuivent leur effort, l'effort que nous avons demandé à la nation pour l'assainissement économique, le redressement économique, condition d'un nouvel essor de la production, donc condition de la réussite pour l'emploi contre le chômage, qui est la grande affaire. Le Premier ministre l'a mis au centre de ses objectifs. Nous, socialistes, nous nous engageons à fond dans cette bataille. Que tous ceux qui le veulent le fassent avec nous. Le PC dit que les accords du gouvernement de 81 ne sont plus respectés. Je crois que le Parti communiste a tort de ne pas prendre sa part de cet effort dont je parlais à l'instant. Il a pris seul la responsabilité de quitter le gouvernement. Nous le regrettons et nous appellerons à l'action tous ceux qui y sont prêts, sans exclusive aucune de notre part. Pour l'opposition, l'événement d'aujourd'hui, c'était le voyage de Jacques Chirac en Haute-Loire, une région proche de celle de l'ancien président de la République, M. Giscard d'Estaing. Tout au long de cette journée, le chef du RPR a lancé des appels à l'union de l'opposition, et puis il a aussi indiqué qu'il souhaitait que la victoire de M. Giscard d'Estaing à l'élection partielle de Chamalières, cette victoire soit la plus éclatante possible. Il souhaitait sans doute illustrer ainsi la nécessité d'une entente au sein de l'opposition. Patricia Charnelet a suivi cette journée de Jacques Chirac. Tout au long de la journée, Jacques Chirac a donc lancé des appels à l'union de l'opposition. Il a répété que les Français n'avaient pas à choisir entre deux majorités, mais entre une opposition cohérente et une coalition sortante désagrégée. Il considère en effet que jamais depuis 1981, les chances de l'opposition n'ont été aussi fortes et que les rivalités entre les hommes et les heurts de génération sont des questions secondaires. Vous avez observé que ces affrontements ou ces rivalités sont de plus en plus inexistants. Et que ce département, par exemple, en donne le témoignage. Voilà un rassemblement important du RPR avec la présence des personnalités les plus éminentes de l'UDF. Et ceci doit nous donner l'exemple de ce qui doit être fait. Au-delà de l'opposition, le président de la République a lancé cette semaine un appel au rassemblement. Pensez-vous comme lui qu'il y a quelques chantiers où l'on peut ensemble mettre la main? Le rassemblement est une nécessité, l'unité nationale, une exigence, quelles que soient les circonstances et surtout, naturellement, lorsque la situation est difficile. Il y a, je crois, une certaine hypocrisie de la part de ceux qui ont divisé les Français, en fondant leur action sur des thèses de lutte de classe, sur des jugements sévères à l'égard de tous ceux qui n'étaient pas eux, à vouloir aujourd'hui, parce qu'ils sont dans la difficulté, prêcher le rassemblement. Le rassemblement, nous y sommes naturellement favorables, l'unité nationale est notre objectif. Je ne suis pas certain que le président de la République et ceux qui l'entourent soient les mieux à même de le promouvoir. Au fond, Jacques Chirac aujourd'hui a voulu mettre en garde ceux qui se laissent séduire par le nouveau socialisme. Inutile, a-t-il dit, de féliciter les pompiers pyromanes, comprenez le gouvernement, qui éteignent les incendies qu'ils ont eux-mêmes allumés. Pour lui, un changement de politique passe essentiellement par la réduction de l'étreinte de l'État et par l'accroissement de l'initiative des particuliers. Moins d'État, plus de liberté, c'est sur ce terrain qu'il veut engager un débat avec le gouvernement et non pas sur des questions de changement de ton ou de langage.
Bilan très satisfaisant de la rentrée scolaire 84-85, tout a baigné, comme disent les lycéens. Et c'est vrai, il n'y a pas eu de gros pépins, mais quelques petits ratés dans le démarrage, comme par exemple cette école maternelle de la Drôme, occupée par les parents d'élèves. Elle refusait 20 enfants, qui sont en surnombre. Sur un registre différent, il y a une autre école qui avait bien des soucis depuis une semaine, c'est l'école primaire de Versailles, à quelques pas de laquelle l'ancien président iranien Bani Sadr est venu s'installer. Directeurs et parents d'élèves avaient réclamé son départ et aujourd'hui, ils ont manifesté contre sa présence, tandis que la préfecture des Yvelines lui proposait de nouvelles possibilités de résidence qu'il a fort heureusement acceptées. C'est sûrement ici qu'habitera désormais l'ancien président iranien. Cet après-midi, Bani Sadr visitait une des résidences que lui proposent les autorités françaises. À sa sortie, il hésitait encore. Le loyer, paraît-il, est trop cher. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette affaire autour de ce déménagement? Il y a un sentiment d'insécurité, je le comprends. Pour les enfants, sont les parents, ils veulent être sûrs. C'est leur droit. Donc vous acceptez de déménager, mais vous ne... Bien sûr, pourquoi pas. Je ne vois pas gêner personne. Et vous craignez qu'il y ait de nouveaux problèmes avec les voisins ici? Et apparemment, il n'y a pas de voisins. Je vous remercie, monsieur Bani Sadr. Voici la résidence actuelle de Bani Sadr. Un simple mur de parpaing la sépare de l'école maternelle. L'ancien président iranien a reçu les parents d'élèves ce matin. Malgré ses assurances, ceux-ci sont toujours dans l'inquiétude. Monsieur Bani Sadr est tout à fait coopérant. Il nous a renouvelé ses dires, c'est-à-dire qu'il accepte de quitter si le gouvernement français lui propose autre chose. Il y a des propositions qui ont été faites et nous attendons sa réponse pour les heures qui viennent. Une heure plus tard, c'est officiel, Bani Sadr accepte de partir, mais dans un délai indéterminé, au moins une semaine. Les parents, bien sûr, sont déçus. On fait donc, on va pas rester les bras ballants, hein, à attendre qu'ils veuillent bien partir. Qu'est-ce qu'on fait? Une chose est sûre, lundi matin, l'école restera vide. Les enfants ne reviendront que lorsque Bani Sadr sera effectivement parti. La querelle entre privé et public qui empoisonnait la vie politique de ces derniers mois semblait être à peu près oubliée alors que les écoles rouvraient leurs portes hier. Il y a bien eu quelques incidents, comme à Andrézé, dans le Maine-et-Loire, où le maire a refusé de donner un local aux institutrices qui sont venues ouvrir une école publique. Prétexte invoqué, il y a déjà 2 écoles privées dans la commune. Cela posait... Ce n'était là qu'une exception et de façon générale, cela s'est plutôt bien passé. Et ces rapports entre les communes et les écoles privées, Bruno Ledreff et Pascal Stelletta sont allés en chercher l'illustration dans une école du Pré-Saint-Gervais à Paris. Pour eux, école privée ou publique, c'est du pareil au même. La rentrée a toujours ses joies ou ses peines. Il n'en est pas de même pour leurs parents. Scolariser ses enfants au collège Saint-Joseph, c'est un choix. Celui de leur donner une éducation catholique, ici le catéchisme est obligatoire, et celui de payer 500 francs par trimestre, alors qu'il existe des écoles publiques gratuites et de qualité, toutes proches. Mais ici, la guerre scolaire, on ne connaît pas. La municipalité prête stade, piscine, gratuitement, et fournit quelques aides à ce collège qui scolarise 400 enfants, dont un tiers seulement vient du Pré-Saint-Gervais. Il n'y a de sectarisme ni d'un côté ni de l'autre. Pourquoi y en aurait-il d'ailleurs dans ce domaine? Chacun respecte l'autre et nous collaborons au mieux pour les enfants, étant entendu que ça fait que chacun d'entre nous a les convictions qui sont les siennes en matière d'école. Et nous nous respectons et c'est la tolérance. La municipalité aide également l'école en donnant 45 francs par élève pour les manuels scolaires. Une somme qui permet seulement l'achat d'un livre, alors qu'il en faut au collège 7 par enfant. À Saint-Joseph, on trouve cette participation quelque peu insuffisante. On parle beaucoup de micro-ordinateurs, ici il n'en est absolument pas question de vidéo, pas question d'un tas de matériel que certains établissements peuvent s'acheter. Vous avez l'impression d'un désavantage par exemple avec le collège public qui est à côté et qui est ultra moderne? Oui, mais ils ont un très très beau CES à côté. Les nouvelles propositions du ministre de l'Éducation nationale prévoient que les écoles privées seront désormais financées plus directement par les municipalités. Malgré les bons rapports qu'on entretient ici avec la mairie socialiste, pour les parents d'élèves, c'est l'inquiétude. Le financement doit être assuré par les mairies. Et justement, est-ce que les mairies socialistes accepteront? Quelles sont les directives qui leur seront données
pour participer à l'école. Financer l'école privée, c'est dans la plupart des villes augmenter les impôts locaux. Reste maintenant à savoir si après Saint-Gervais, comme dans les autres municipalités socialistes ou communistes, on est prêt à le faire. Un autre problème évoqué à chaque rentrée et qui concerne cette fois les professeurs, c'est celui des couples séparés en raison de l'affectation de l'un ou l'autre des époux qui enseignent dans une région qui n'est pas forcément la même. Le président de la République a d'ailleurs demandé lors du dernier Conseil des ministres que l'on règle au plus vite ce genre de problème, un problème qui touche un enseignant sur 10. Et cela, bien qu'une loi existe depuis 1920. Elle s'appelle Hélène Mahé, elle est professeure d'espagnol à Draguignan, dans le midi de la France. Il s'appelle Alain Mahé, c'est son mari, il enseigne lui aussi, mais à Créteil, à 1000 km de sa famille. Cette situation, pour le moins bizarre, il la doit à une promotion. Tant qu'il n'était qu'un professeur auxiliaire, il est resté dans sa région d'origine. Du jour de sa nomination comme titulaire, il a dû abandonner femme et enfants pour rejoindre son poste, ce qui lui pose bien des problèmes. Le soir, je mange, puis je corrige quelques devoirs, je prépare mes cours pour le lendemain, et puis après, je n'ai plus qu'à me coucher et à penser à ma situation. D'ailleurs, cette situation m'empêche souvent de dormir et me cause des soucis énormes sur le plan de la santé. Le trait d'union entre Hélène et André, c'est le téléphone. Une rencontre quotidienne pour que le couple existe malgré tout. Quelles sont les conséquences de cette séparation sur votre vie quotidienne? Surtout les conséquences morales. Nous avons tous les collègues concernés ont des enfants. Et les enfants sont très perturbés par la séparation, l'éloignement du père ou de la mère, selon le cas. Je crois que le ministère s'occupe surtout des problèmes administratifs et assez peu des problèmes humains. Alain Mahé partage totalement l'analyse de sa femme. Il ajoute pour compléter le tableau que sa vie de célibataire contraint et forcé lui revient à près de 4000 francs par mois en vivant chichement dans un meublé. À l'étranger, un nouveau Boeing iranien a été détourné alors qu'il quittait un aéroport proche de la frontière pakistanaise. L'appareil a atterri au Caire, en Égypte. Il y avait 114 passagers à bord. Il y aurait au moins 6 blessés. La France a fait savoir qu'elle refusera d'accueillir l'appareil sur son territoire si les pirates en font la demande. Vous vous souvenez que plusieurs détournements d'avions en provenance de l'Iran avaient eu Paris pour étape finale, créant de nouvelles difficultés entre la France et l'Iran. Plusieurs dizaines de blessés au Chili lors de l'enterrement du prêtre français André Jarlan, qui a été tué lors des dernières journées de protestation contre le régime du général Pinochet. Les heurts sont survenus alors que plusieurs milliers de personnes assistaient à l'office religieux. Bernard Benyamin. La Victoria, hier après-midi. La dépouille mortelle du père André Jarlan quitte ce quartier de la capitale chilienne, accompagnée par des milliers de personnes qui veulent ainsi rendre un dernier hommage au prêtre français. Et c'est une véritable procession qui va prendre corps tout au long des 15 km qui séparent cette banlieue populaire du centre de Santiago, une procession constamment sur surveillance grâce à 2 hélicoptères de la police chilienne. 4h30 plus tard, le cortège arrive sur la place d'Armes de Santiago. Ils sont alors plus de 15 000 qui resteront, faute de place, à l'extérieur de la cathédrale. C'est l'archevêque de Santiago, Monseigneur Fresno, qui va concélébrer la messe avec Monseigneur de Roubaix, l'évêque de Saint-Denis. Et c'est une véritable ovation qui éclatera dans la cathédrale lorsque ce dernier prononcera son sermon. La douleur des habitants de la Victoria où a été tué le père Jarlan, c'est le cri des pauvres, dit-il, c'est le cri de ceux qui n'ont pas le droit de montrer qu'ils existent. À l'extérieur de la cathédrale où la nuit est tombée, le doute n'est plus permis, la cérémonie religieuse s'est transformée en manifestation anti-Pinochet. André ressuscitera dans la lutte du peuple, affirme cette pancarte. C'en est trop pour les carabiniers qui décident de passer à l'action. Canons à eau et grenades lacrymogènes sont utilisés pour disperser les quelques centaines de jeunes gens qui manifestent, mais la violence du jet ne parvient pas à entamer la combativité des manifestants. Alors, les forces de l'ordre décident de charger à la matraque. Encore une fois, la répression sera d'une extrême violence. Plus de 30 personnes seront blessées. La 10e protesta est officiellement terminée.
Oui, le gouvernement chilien a aussi fait savoir qu'il interdisait le retour dans leur pays de 4 943 exilés. La liste en a été remise aux consulats étrangers. On estime aujourd'hui que les exilés chiliens sont au nombre de 163 000 à travers le monde. Et puis reprise de la violence en Afrique du Sud, où un noir a été tué par balle lorsque la police a ouvert le feu cet après-midi sur un groupe de manifestants qui venaient d'incendier la maison du maire de Katleong, à une vingtaine de kilomètres de Johannesburg. Un policier noir a aussi été grièvement blessé au cours de ces incidents. Retour à Monza maintenant, où le Grand Prix d'Italie se court demain. Il reste donc 3 courses pour désigner le champion du monde des pilotes. Ce sera Prost ou Lauda, de toute manière une McLaren. Derrière, les autres écuries se battent pour la 3e place, parmi elles Renault, qui effectue une saison médiocre puisqu'aucun de ses pilotes n'a remporté une victoire. Et puis il y a aussi l'écurie Ferrari qui s'est particulièrement préparée pour cette épreuve, car elle sait que ses tifosi l'attendent au tournant. Le reportage de notre envoyé spécial, Gérard Holz. En Italie, et à Monza en particulier, Ferrari, ce n'est pas seulement la marque d'un constructeur automobile. C'est une véritable religion, une religion qui a ses fidèles et qui viennent ici, aux essais, adorer leur Dieu. Ça fait partie presque d'une religion. Il y a le football en Italie, et il y a la voiture, et je crois qu'ils sont à égalité, ce qui démontre que le sport mécanique en Italie est énormément suivi. Ah, c'est très chaud. Je crois que c'est le meilleur public du monde. Un public de connaisseurs, un public enthousiaste qui fait de Monza la Mecque du sport automobile. Mais un public très exigeant et surtout très versatile. Si les voitures rouges gagnent, c'est la fête, immense, démesurée. Si elles abandonnent, c'est un véritable deuil national. Le mot n'est pas trop fort, car en fait, Ferrari, c'est un peu l'Italie. Oui, ça représente l'Italie, je crois, dans le monde de la Formule 1. Quando si dice Italia, si dice Ferrari. Or, depuis quelque temps, les Ferrari sont en perte de vitesse. Il y a 15 jours, à Zandvoort, au Grand Prix de Hollande, panne pour Alboreto, panne pour Arnoux. Les deux voitures ne terminent pas, aucun point de marqué au championnat du monde. La grande désillusion. D'autant plus que l'on chuchote qu'il y a une mauvaise ambiance, des problèmes internes dans la Scuderia, dans l'équipe italienne. C'est là où, avec les problèmes qu'on a eus durant cette saison, c'est là où on voit une équipe qui est forte, une équipe qui a une discipline, et quelqu'un qui commande, et malgré ses 86 ans, commande et dirige bien son écurie, c'est M. Ferrari. Et c'est important parce qu'il est certain qu'avec des résultats comme on a eu jusqu'à maintenant, il peut se créer des tensions, des problèmes intérieurs au sein de l'équipe. Et ces problèmes, on les a pas. Je crois qu'on a suffisamment de problèmes à résoudre sur le plan de la performance pure, sans nous en créer entre nous. Il y a une bonne entente. Les deux pilotes ont été reconfirmés depuis 3 mois. Tout le monde a bien son poste. Et je crois que c'est ça l'important. Ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions. Résultat, un nouveau moteur est en préparation et ici, à Monza, une carrosserie modifiée est apparue pour les voitures. L'arrière un peu pincé dans le style des McLaren. Un pilote, plus que tout autre, voudrait gagner ici, à Monza, Michele Alboreto. Il est né à quelques kilomètres du circuit. Ici, c'est la mon piste. J'ai commencé ici avec les courses. C'est comme ma maison. À Monza, tous les tifosi attendent un exploit d'Alboreto. Pourquoi ? La dernière victoire d'un Italien au volant d'une Ferrari sur ce circuit remonte à plus de 20 ans. Scarfiotti, en 1966. Les voitures ont bien changé, mais la légende reste. Ce sera bien sûr très difficile demain pour les voitures rouges, mais tout le monde y croit. Alors, un nouveau miracle à l'italienne dimanche ? Salvador Dali va un peu mieux, il est toujours dans l'unité de soins intensifs de la clinique où il était opéré. Les prochaines 24 heures sont encore considérées comme particulièrement délicates. Pour les jurés du Festival de Venise qui s'est terminé hier, la meilleure actrice est française, elle s'appelle Pascale Augier et elle sait ce que le cinéma veut dire puisque sa maman n'est autre que la comédienne Bulle Augier. Mais la fille n'est pas une inconnue pour autant, on l'a déjà vue dans Le Pont du Nord de Jacques Rivette. Pourtant à Venise, elle ne s'attendait pas à une telle aubaine. Elle s'en explique à Pierre Lee. Pascale Augier, protagonista del film di Romer, Le notti di luna piena, ha ricevuto il premio per la miglior attrice. Consegnato. C'était une surprise complète parce que j'espérais le Lion d'Or pour Éric Rohmer pour son film, mais c'était tellement bouleversant pour moi, c'est formidable. Parlez-nous du personnage maintenant. Écoutez, Louise, c'est quelqu'un qui véhicule beaucoup d'émotions dans le film, et c'est quelqu'un qui a peur tout le temps, qui est très volontaire, qui
qui aspire à l'amour unique, mais qui finalement disperse ses sentiments. Et c'est un petit peu ça le problème. Alors elle est entre une personne avec qui elle vit, un petit peu plus âgée qu'elle, un confident amoureux, et puis le désir de sortir et de ne pas s'intégrer totalement dans la structure d'un couple. Si c'est elle, tant mieux, mais c'est manifestement pas le cas, alors tant pis. Rémi, tu l'as pourtant bien vu. Bah oui, à moins que j'ai une hallucination. Cela dit, il a parfaitement le droit d'aller à Paris, comme moi j'en ai parfaitement le droit aussi. Sans le dire? Sans le dire, et puis je lui poserai jamais de questions. Et tu ne sauras jamais. Et je saurai jamais. Quelle importance. Si lui, il a la délicatesse de ne pas me demander ce que je fais quand je suis à Paris, et ben moi c'est pareil. De toute façon, peut-être à tort ou à raison, je pense que je m'amuse plus que lui quand je suis là. Non, mais je suis de plus en plus contente de mon idée de coucher à Paris. Maintenant, ça va tout à fait bien entre nous. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est un personnage de Rohmer? Non, c'est un personnage de Rohmer. Rohmer écrit ses scripts très précisément, sans idée précise d'un comédien. Puis après, il y a une deuxième vague où il écrit en pensant à quelqu'un. Puis après, on s'adapte. Et en dehors du rôle, est-ce que vous avez fait d'autres choses sur le film? J'ai collaboré avec Rohmer pendant plusieurs mois sur la préparation du film, repérage extérieur, intérieur, décoration, costume. Et à qui la récompense de Venise fait-elle le plus plaisir? Est-ce que c'est à vous, est-ce que c'est à Bulogier, votre mère, ou est-ce que c'est à Rohmer? Écoutez, Rohmer est très content. Pour moi, personnellement, c'est une récompense formidable parce que ça salue beaucoup de travail de la part de toute l'équipe. C'est merveilleux par rapport à Bulle aussi. Pour moi, c'est un cadeau que je lui offre, comme c'est un cadeau qu'elle m'a fait de m'élever dans une idée du cinéma. Et puis, c'est un cadeau de Rohmer aussi, parce que c'est lui qui m'a fait commencer. Donc, c'est assez bouleversant pour moi, quand la troisième fois que je travaille avec lui, tout à coup, la récompense arrive. Une autre sorte d'émotion maintenant avec les tiercés du week-end, à commencer par les résultats de celui qui se courait aujourd'hui à Vincennes, avec pour combinaison gagnante le 3, le 18 et le 15, un tout petit rapport, puisque cette combinaison dans l'ordre rapporte pour 5 francs 227 francs 50 et 45 francs 50 seulement dans un ordre différent. L'autre tiercé se court demain à Longchamp. Nous retrouvons Pierrette Bresse pour ses pronostics. Eh bien, le meeting classique de l'automne à Longchamp vient de commencer et demain après-midi, eh bien, entre autres, parmi les courses proposées au programme, il y aura 3 courses préparatoires au prix de l'Arc de Triomphe qui se courra d'ici un mois maintenant. Quant au tiercé, eh bien, je pense que vous avez vu la liste des engagements et je ne vois pas votre nom décrit. Vous avez déclaré forfait, vous avez bien raison, parce qu'il y a encore beaucoup de chevaux engagés dans ce prix de Dangu qui a été rebaptisé pour l'occasion le prix François Magazine. Il s'agit d'une course à handicap longue de 3000 mètres qui réunit des chevaux et des juments âgés de 3 ans et plus. Ces concurrents, eh bien, nous les connaissons bien, nous les avons vus courir plusieurs fois, notamment à Deauville, dans le grand handicap de la Manche. Parmi eux, voici la sélection que je vous propose maintenant. Avec en tête Mr. Jack, le numéro 1, qui sera mon favori. Je lui oppose Avricourt, le numéro 7, et Prosperidad, le numéro 5. Ensuite, je ferai confiance à Princesse Concert, le numéro 21, Monsieur Ditton, le 14, Nofrette, le numéro 3, Tarly, le numéro 19, et Pont-Épiscopien, le numéro 2. Notez bien leurs numéros, 1, 7, 5, 21, 14, 3, 19 et 2. Brigitte Simonetta, maintenant, qui se borne à interroger la météo, elle. Oui, à implorer. En fait, nous ne demandions pas grand-chose, juste un petit mieux. Eh bien, nous irons de mal en pis demain. Je parle bien sûr pour la moitié nord, car toutes les personnes qui habitent au sud de la Loire doivent se demander de quoi je parle. Vous avez eu du beau temps. Bien, regardez la photo satellite. C'est vrai, les nuages n'ont pas touché les régions qui sont même un peu au-delà de la Loire, du Morbihan au sud-ouest, du Jura jusqu'à la Corse. Mais regardez sur le quart nord-est. Alors demain, la perturbation qui va descendre s'enfoncera un peu plus à l'intérieur du pays. Résultat, sur notre carte, la ligne de démarcation va à peu près du nord de l'Aquitaine jusqu'à la Franche-Comté. En deçà de cette ligne, après dissipation des brouillards matinaux, ce sera du beau temps. Mais au-delà de cette ligne, le temps restera très nuageux. Au début, la perturbation ne donnera que quelques pluies. À la fin, ce seront de grosses pluies. Les vents ont changé de direction. L'air vient maintenant de l'ouest. Il fait un peu plus chaud, de 17 à 21 degrés sur la moitié nord, de 20 à 25 degrés sur la moitié sud, maximum sur le sud-ouest, la Provence-Côte d'Azur et la Corse. Demain, dimanche 9 septembre, le soleil se lèvera à 7h18, se couchera à 20h16. Nous fêterons les Alains, comme Alain Chilopétré par exemple.
Malgré tout cela, Roger Isabelle vous présentera les dernières informations aux environs de 23 h ce soir. Demain, c'est Noël Mamère qui vous présentera à 12h45 l'édition de la mi-journée de ce journal. Bonsoir, à demain 20 h.